Donc, pour l'anniversaire voilà, de la République espagnole, nous avons choisi de vous présenter une conférence en 2 parties sur Albert Camus, la République espagnole et surtout son attachement aux libertaires espagnols et le soutien qu'il leur a apporté jusqu'à son dernier souffle. Évidemment, on ne peut pas parler d'Albert Camus et de l'Espagne sans évoquer aussi Maria Casares, qui a été sa muse pour ce qui est de son engagement auprès des républicains espagnols. Nous avons monté donc cette soirée en collaboration avec le CTDE, qui est donc le Centre toulousain de documentation de l'exil espagnol, dont vous avez de dignes représentants ici, et l'exemplaire sur Camus en français et en espagnol aussi à feuilleter. Donc l'association 24 août, vous la connaissez pour la plupart. On organise ce qu'on peut, des projections, des expositions, des discussions, pour que la mémoire de l'exil espagnol et la mémoire des libertaires espagnols reste vivace, surtout en ce moment où on a besoin d'un idéal et d'exemples de sociétés autres que celles qu'on nous présente un peu partout dans le monde. Je vais passer la parole à Francis Pallares pour qu'il vous présente le CTDE. Et puis ensuite, comme la première partie que nous allons aborder, c'est une vidéoconférence de Maria Polo qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui s'excuse et qui nous souhaite une excellente soirée, qui a dit qu'elle allait penser à nous tout au long de cette soirée. Voilà, je vous présenterai en quelques mots Maria Lopo et puis on regardera sa conférence. Et ensuite, Aimé Marseillan vous parlera de Monsieur Albert Camus. Bonjour. Bon, on m'a chargé de représenter le CTDEE. Bon, le sigle est un peu barbare, hein. C'est le Centre toulousain de documentation de l'exil espagnol, qui regroupe à Toulouse, et des gens qui sont exilés de Toulouse, des filles et des fils de réfugiés espagnols, évidemment, de la guerre de 36-39. On avait décidé de faire une revue parce que, d'une part, toute une série de faits ont souvent été déformés ou ne sont pas connus, en particulier aussi bien de l'Espagne actuelle ou de l'Espagne franquiste ou de l'Espagne républicaine. Le CTDEE regroupe des enfants de réfugiés. Je dis de réfugiés parce que souvent on a parlé de républicains. On a vu qu'avec les Syriens, on ne parlait plus de réfugiés, on parlait de migrants. Maintenant, on voit que pour les Ukrainiens ont droit au titre de réfugiés, mais on voit que l'histoire se répète malheureusement et qu'on est obligé à chaque fois de donner en tout cas une opinion plurielle aussi, puisque bon, le CTDE regroupe non seulement des libertaires, mais aussi des socialistes et puis des gens qui sont simplement des héritiers de syndicalistes et de républicains espagnols de toute tendance. Comme Camus a été souvent, est maintenant redécouvert, a été souvent déformé, trituré, je pense qu'il est important de rendre hommage à ce que Camus a fait, à sa fidélité en particulier envers les républicains espagnols. Il a été toujours fidèle au combat de nos parents. Il était de tous les meetings, il était de toutes les positions. Et effectivement, à l'époque, c'était très difficile parce qu'il se retrouvait confronté à un rouleau compresseur du stalinisme qui le traitait de tous les noms. Et je pense qu'il est quand même important de rendre cet hommage, son honnêteté et sa fidélité aux Espagnols. Aux républicains espagnols, en tout cas, aussi bien aux libertaires qu'aux socialistes, qu'aux exilés espagnols de toute tendance. Bon, je laisserai la parole à Amado pour la suite. Maria Lopo, qui est une docteure en littérature française et qui est de la Corogne, il me semble, hein.
Donc c'est une spécialiste en plus de toutes ces études littéraires et des études de langue régionale, locale, française, comme le breton, le celtique. Elle est spécialiste de Maria Casares. Donc elle a écrit des dizaines d'articles à son sujet. Elle a mis en théâtre des textes et deux monographies. Et en plus, elle a traduit l'édition en espagnol du livre de Maria Casares, Residente Privilegiada. Elle était désolée de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais elle a pris le temps de se filmer dans la maison de Maria Casares, enfin dans la maison de la famille Casares, et de nous promener justement étage par étage dans cette maison en nous expliquant en fait l'histoire de cette famille qui a formé en fait les idées et la pensée de Maria Casares auprès des réfugiés espagnols. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui, même à distance, dans cette commémoration du 14 avril à Paris, en compagnie d'amis très chers et que j'admire beaucoup, comme Blanca Campos et Amado Marcelian, et des amis qui font partie de votre association. C'est aussi très émouvant pour moi d'être, ne serait-ce que virtuellement, à côté de ces jardins de la Nueve que j'ai pu visiter en présence peu après son inauguration. Merci de votre invitation et merci aussi pour tout ce travail indispensable que vous réalisez au sein de l'association 24 août 1944 pour récupérer, conserver et projeter dans le futur notre mémoire commune, une mémoire de paix, de justice et de liberté. Et ce ne sont pas des mots banals aujourd'hui face au pouvoir et à leur violence. Et je suis sûre que vous comprenez le désarroi qui m'envahissait quand je préparais cette intervention. Je vais vous parler des guerres européennes, des fascismes, des réfugiés, dans un contexte de guerre, de fascisme et des réfugiés. D'où l'importance redoublée de votre digne travail de mémoire. Maria Casares, vous la connaissez. Vous connaissez l'actrice, son œuvre, vous connaissez aussi le personnage public en France, ses amis, ses amours, sa relation fondamentale avec Albert Camus, relation d'ailleurs très présente ces derniers temps dans les médias depuis la publication par Gallimard de leur merveilleuse correspondance en 2017. Je me suis dit qu'il me revenait alors de vous expliquer d'où venait-elle, quelles étaient ses origines en Galice, en Espagne, et comment avait-elle vécu les premières années de son exil, avant son début au théâtre, car c'est évidemment la partie de sa vie la moins connue en France. Et ces années de formation nous aident énormément à comprendre la femme, l'exilée et l'actrice. Maria Casares est née dans cette maison, à La Corogne, en Galice, le 21 novembre 1922. Nous sommes au numéro 12 de la rue Panaderas, la rue des Boulangères, une maison qui représente un lieu emblématique de notre mémoire historique galicienne et qui depuis le 14 avril 2007, il y a donc 15 ans, est devenue la maison-musée Casares Quiroga du nom de son père. C'est un musée municipal géré par la ville de La Corogne. Ce musée est, depuis sa création, un espace d'hommage au républicanisme dont la famille Casares constitue un emblème dans cette ville. Et depuis cette année, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'actrice, ce troisième étage de la maison où je me trouve est devenu un espace d'hommage à Maria Casares, car c'est là que se trouvait sa chambre, son espace de vie. Le nom complet de Maria Casares est Maria Victoria Casares Pérez. Et dans son enfance et dans son intimité familiale, elle a toujours été appelée Vitola
ou Vitolinia, des diminutifs affectueux de son prénom, Victoria, victoire. Ses parents l'ont ainsi appelée parce que sa naissance a été vécue comme une victoire. Victoire de la vie face aux maladies familiales tant redoutées par ses parents, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. De maladies comme la tuberculose, l'épilepsie ou des maladies de cœur, qui leur avaient fait prendre la décision de ne pas avoir d'enfant. Petite parenthèse pour rappeler que Albert Camus a donné ce nom de Victoria au personnage féminin protagoniste de sa pièce L'état de siège, personnage que Maria Casares incarna au théâtre pour la première de cette pièce en 1948, pièce d'ailleurs en partie inspirée par la guerre d'Espagne et la dictature franquiste. À propos de ce personnage de Victoria, Camus nota dans ses carnets « Victoria, l'amour solaire ». Bon, Victoria, Vitola, était la fille de Gloria Pérez Corrales et de Santiago Casares Quiroga. Du côté maternel, elle vient d'une lignée de cigarières, d'ouvrières employées à la manufacture des tabacs de la Corogne, qui a été en activité pendant 2 siècles et qui a embauché des générations successives de femmes, très souvent appartenant aux mêmes familles. Ces femmes avaient des conditions de travail très dures et un salaire bien inférieur à celui des hommes, mais elles avaient aussi, et malgré tout, une certaine affirmation personnelle et collective dans l'espace de la ville, une présence. La grand-mère maternelle, Pilar Pérez Corrales, occupait, à la fin de sa carrière, un poste à responsabilité dans cette usine. Elle était maestra de labores, une sorte de contremaître. La figure de cette grand-mère, que Maria Casares n'a pas connue, a pourtant une grande importance symbolique dans l'imaginaire personnel de l'actrice. Pilar représente la femme forte, libre, indépendante, qui après son veuvage, elle a été veuve très très jeune, a eu 3 enfants, dont la mère de Maria, avec un militaire marié à une autre femme. Encore une petite parenthèse autour de cette grand-mère cigarière pour évoquer bien sûr le mythe de Carmen qui fonctionne sans doute chez Maria Casares, mais aussi la grande écrivaine galicienne du XIXe siècle, Emilia Pardo Bazán, née aussi à La Corogne et qui consacra un roman célèbre, La Tribuna, aux cigarières de cette manufacture qui était de tradition républicaine. Ce livre, La Tribuna, était dans la bibliothèque de cette maison, bibliothèque dont je parlerai après. La fille la plus jeune de Pilar, Gloria, la mère de Maria, travaillait comme apprentie couturière dans une chapellerie à la mode du centre-ville quand elle a rencontré Santiago Casares Quiroga, le père de Maria. Santiago était né dans une famille de la bourgeoisie éclairée et francophile galicienne. Ses parents, Rogelia Quiroga Moredo et Santiago Casares Paz, ont eu 5 enfants, dont seulement 2 sont arrivés à l'âge adulte. Ils avaient tous une santé précaire. Casares Paz, le grand-père paternel de Maria, était républicain, athée et maçon. Il administrait le patrimoine des grandes familles de la Corogne et exerçait un grand pouvoir dans une ville où il a été conseiller municipal et même maire, une ville où ses enfants étaient destinés à perpétuer cette influence. C'est lui qui a acheté et rénové cette maison. Son fils, Santiago, le père de Maria, était tuberculeux. Il a été soigné dans des sanatoriums en Suisse, pays où il a fait même de nombreux séjours, et il a par exemple étudié au lycée technique de Biel. Par la suite, il a fait des études de droit à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle et à l'université centrale de Madrid. Il est revenu de Madrid en Galice en 1910 avec son diplôme d'avocat et un bébé, une petite fille prénommée Esther, née en 1909
d'une liaison qu'il a eue à Madrid quand il était étudiant. Il a reconnu sa fille, dont il a assumé la garde et l'éducation. Donc, quand Maria Victoria est née, elle avait déjà une grande sœur de 13 ans, son aînée, Esther Casares Quiroga. Là, elle a sa petite sœur Maria dans ses bras. Esther a fait des études à Paris, au lycée Victor Duruy, comme sa petite sœur Maria Victoria, bien des années plus tard. Gloria et Santiago se sont mariés en 1920. Esther, la fille aînée, est revenue de France pour habiter avec eux ici, dans cette maison. La carrière politique de Santiago a marqué le destin de la famille. Il est rapidement passé de la politique municipale à la politique régionale, et de là au premier rang de la politique nationale en 1931 avec l'avènement de la Seconde République espagnole, dont il a été l'un des moteurs les plus actifs. La petite Maria Victoria, Vitola, a vécu à la Corogne jusqu'en 1931, année où la famille s'est installée à Madrid, car son père devient ministre dès le premier gouvernement provisoire de Niceto Alcalá Zamora. Casares est nommé ministre de la Marine. Mais ces déménagements ne supposent en aucun cas une coupure avec la Galice, où la famille passe toutes les vacances scolaires jusqu'en 1935. Vitola n'a pas été élevée par ses parents selon un modèle étriqué, bourgeois, urbain, féminin. La peur des maladies familiales, de cette menace sournoise de la tuberculose qui avait déjà touché sa sœur aînée, Esther, leur a fait adopter pour elle une enfance tournée vers la nature et l'exercice physique en liberté. L'enfant était tout le temps dehors, que ce soit à la Corogne, ville ouverte à tous les embruns de l'océan, c'est une péninsule, ou que ce soit à la campagne de Montrove, village très proche de la Corogne, où la famille passait les vacances près de la mer et de la plage de Bastiagueiro. Sa mère, Gloria, et son père, Santiago, sont sans aucun doute les deux grands points de repère de l'enfance de Maria Casares. Ils représentent à ses yeux deux univers très différents. Ils incarnent d'abord et clairement une dichotomie de genre très classique. Gloria, la mère, c'est la nature, la culture orale et populaire, la langue galicienne et son chant. Il y a une totale identification entre la mère et la Galice chez Maria. Je la cite. « La Galice est restée en moi comme ma mère est restée en moi. » Gloria ne s'est jamais séparée de sa fille et son influence a été déterminante dans bien des domaines. Le parcours de cette femme a été exceptionnel. Fille de cigarière et de pères inconnus, couturière, mère, par son mariage femme de ministre et de premier ministre, infirmière volontaire pendant les premiers mois de la guerre d'Espagne, réfugiée dans un pays dont elle ne parlait pas la langue. À Paris, elle a pris sur elle le poids de la maison, le nettoyage, les repas, le manque d'argent. Son travail a permis à sa fille de poursuivre ses études et sa carrière. Elle a aussi su s'ouvrir au nouveau monde de sa fille, à ses amis du théâtre et du cinéma. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a accompagné Maria à Nice en 1943, lors du tournage de son premier film « Les enfants du paradis » de Marcel Carné, où elle incarnait le personnage de Nathalie. Maria était mineure à l'époque, c'est sa mère qui signe ses premiers contrats au théâtre et au cinéma. Il y a une anecdote de ce tournage que je ne peux pas m'empêcher de vous raconter. Je lis. À Nice, la comédienne était accompagnée par sa mère. Arletty, qui travaillait aussi dans le film, et dont la chambre était mitoyenne de la leur, s'en souviendra longtemps, car les deux femmes ne cessaient de rire et de parler jusqu'à des heures avancées de la nuit. Et en fait, elle empêchait Arletty de dormir. Ils avaient encore des horaires espagnols. Bien. Face à la nature maternelle, la civilisation, la culture écrite porte la trace du père. La relation père-fille a été marquée par des séparations constantes.
les séjours à sanatorium de Santiago, sa vie politique, la prison, son double exil en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, dont j'en reparlerai. Il partageait un même sens de l'humour, très noir, très intelligent, une ironie très galicienne qui jaillit dans la correspondance qu'ils vont échanger pendant leur exil français. En réalité, María Casares n'a vraiment partagé la vie de son père qu'à 2 moments de leur vie. Dans son enfance, dans cette maison, pendant la dictature de Primo de Rivera, 1923-1930, période où Casares a été obligé de se retirer de la vie politique, et dans sa jeunesse à Paris, pendant leur exil français, surtout 1945-1950, année de la mort de Casares. Dans son enfance à La Corogne, María Casares a assisté, décision du père, au cours du Collège français, la seule école privée laïque de la ville, école qui avait été d'ailleurs ouverte par initiative, entre autres, de Casares lui-même. Il était l'un de ses administrateurs. C'était une école progressiste, fermée bien évidemment par le fascisme en 1936. Cette bibliothèque où je me trouve est intimement liée chez Maria au souvenir de son père. C'est ici qu'il lui a appris la récitation et c'est ici qu'il l'a initié au savoir scientifique en y installant un petit laboratoire où ils faisaient ensemble des expériences. J'aime croire que c'est ici, dans cet espace, que s'est forgé chez elle le rapport premier à la teneur poétique d'un texte dit, à la récitation en langue espagnole et en langue galicienne des poètes préférés de son père, Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Rubén Darío ou Valle Inclán, parmi bien d'autres. La bibliothèque de la famille Casares était probablement l'une des bibliothèques personnelles les plus importantes de Galice à cette époque-là. On sait qu'elle comptait autour de 20 000 volumes et que la présence des livres français et en langue française était majoritaire. Cette bibliothèque emblématique a été pillée, saccagée par les fascistes qui ont pris d'assaut cette maison quelques semaines après le coup d'État de juillet 1936. En toute impunité, ils ont volé ou détruit tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Nous ne conservons aujourd'hui que 800 volumes à peu près de cette magnifique bibliothèque. Certains de ces volumes sont d'ailleurs dans un très mauvais état. Sur l'inventaire de la saisie, car il y a eu un inventaire de la saisie, figuraient pourtant 2000 volumes, mais 1200 ont disparu des dépôts militaires. La plupart de ces 800 volumes se trouvent aujourd'hui au dépôt Casares Quiroga de la bibliothèque publique de la ville de La Corogne. Contrairement à une version très répandue, cette bibliothèque n'a pas été brûlée sur le port de la ville, mais dans un certain sens, symboliquement, elle l'a été, et avec elle a brûlé dans l'autodafé fasciste cette liberté que le savoir avait installée dans le cœur de la ville. Les librairies que vous voyez là derrière moi sont une copie exacte de la librairie originale qui existe encore, mais ailleurs, dans la ville. Cette reproduction a été installée au moment de la restauration du bâtiment en 2007. Les livres que vous voyez là sur les étagères, ce ne sont pas les livres de la famille Casares, mais ceux de la famille Albajar, une autre famille républicaine de la ville, amie de Casares, qui a aussi connu l'exil et qui a fait don de sa bibliothèque à cette maison en 2020. Sur l'inventaire de la saisie, nous retrouvons des auteurs et des œuvres qui établissent un dialogue émouvant avec l'avenir de la femme et de l'actrice. C'est ainsi que, entre autres, il y avait chez les Casares les œuvres de Victor Duruy, qui donne un nom au lycée où les deux sœurs ont fait leurs études, ou, par exemple, une anthologie illustrée de la Bretagne, cette Bretagne où María Casares ira très souvent pour se rapprocher de l'océan qui lui manque tellement. On retrouve aussi sur cet inventaire des œuvres et des auteurs qu'elle a représentés. Il y avait Colette, les frères Karamazov de Dostoïevski,
Six personnages en quête d'auteur de Pirandello, la chartreuse de Parme des Sandales, il a incarné la Sainte-Sévérine dans le film de Christian Jacques. On retrouve aussi Iphigénie ou le théâtre choisi de Jean Racine, le théâtre complet de Molière. Quand je regarde ces œuvres dans son dépôt actuel, je pense toujours, avec un brin d'ironie cassarienne, au long parcours qu'une petite fille de la Corogne a dû faire pour revenir auprès d'eux et les situer à travers sa création, son travail de créatrice, comme une référence obligée de la représentation théâtrale et cinématographique du XXe siècle. Un des paradis de son enfance galicienne a été donc cette bibliothèque, l'autre a été sans doute la plage de Bastiagueiro, tout près de la Corogne, à Montrove. À Montrove, la famille Casares loua successivement 2 résidences d'été. La première, c'était le Pazo do Rio, ou petit manoir de la rivière. Le Pazo est en Galice un manoir traditionnel de la petite noblesse. Et puis, ils ont aussi loué une villa plus moderne, Villa Galicia. C'est cette dernière maison que Maria a fréquentée le plus, mais c'est pourtant la première qui a marqué son imaginaire en profond accord avec la Galice de son père. Santiago aimait ce domaine, qu'il évoque pour sa fille dans les lettres de l'exil, quand le printemps parisien lui faisait ressentir la nostalgie du jardin de Montrove. Là, à Montrove, dans sa plage de Bastiagueiro, la petite fille a vécu des moments de bonheur et de liberté dans la nature, ses baignades dans l'océan, les aventures avec ses amis dans les chemins creux, dans les pinèdes côtières, ses batailles avec la pluie et les vents. Elle a conservé toute sa vie des photos prises sur cette plage. Elle a mis dans ses bagages de l'exil ses images de ses amis et de son paradis d'enfance. Son dernier séjour en Galice remonte, comme j'ai avancé, à l'été 1935. Et ce sont ces souvenirs-là qui ont pesé chez Maria Casares dans l'achat de sa première maison en France au début des années 60. Cette maison, la Vergne, est en réalité un petit domaine situé à Alou, en Charente, une propriété qui est traversée par un bras de la Charente, tout comme le petit manoir, le Pazo, qui existe encore aujourd'hui, est traversé par un petit ruisseau. La Vergne, mon Montrove français, dira l'actrice dans un de ses entretiens. Cette Galice représentait pour elle un équilibre, un univers qui se tenait, dont les points de repère étaient connus et l'espace familier. Un monde stable, où après la marée haute venait toujours la marée basse, et cela depuis l'origine des temps. La coupure brutale de l'exil a fait de cette enfance un talisman, et de Bastiagueiro son paradis perdu. La plage de Bastiagueiro est devenue pour Maria Casares ce que Tipaza et ses plages, près d'Alger, représentaient pour Albert Camus. Je vous lis à ces propos un extrait de l'entretien de Maria Casares avec Bernard Pivot dans son émission Apostrophe en 1980. Dit Maria Casares. Peut-être le plus grand privilège que j'ai eu au début de ma vie, c'est d'abord d'être élevée dans une enfance heureuse, dans un pays où le temps était encore le temps du 19e siècle, enfin, le temps où le temps était dense, comme ça, dans l'accord avec les paysages et les gens qui m'entouraient. L'installation de la famille Casares à Madrid en 1931, au moment de l'avènement de la République, a bouleversé pour la première fois l'univers enfantin de Maria Victoria. Elle avait 8 ans. Je la cite. « Je me souviens avec beaucoup plus d'amertume du départ de la Corogne pour Madrid que de celui de Madrid pour Paris. La fille du nouveau ministre avait du mal à s'adapter à une vie beaucoup moins libre, où elle devait représenter pour la première fois un rôle, et où le seul espace naturel près de chez elle était le parc du Retiro,
trop loin de la mer. Elle exprime cette nostalgie dans la correspondance échangée avec ses amis de la Corogne. Nous conservons des lettres très sympathiques où elle montre déjà une grande intelligence et une forte personnalité. Mais, en juste échange, la capitale lui a beaucoup apporté. Elle a connu l'effervescence du Madrid républicain et la pédagogie d'avant-garde de l'Instituto Escuela, un centre d'enseignement actif, pionnier de la coéducation et de l'apprentissage par immersion qui était destiné à former les futures élites de la République et qui s'inspirait des principes de l'institution libre de enseñanza. María Casares a été élève de l'Instituto Escuela et c'est dans ce contexte scolaire qu'elle a commencé, d'un côté, à apprendre sérieusement la langue française à raison de 2 heures hebdomadaires et d'un autre côté à faire du théâtre pour la première fois dans des spectacles scolaires. Elle a participé dans des représentations théâtrales de Jacinto Benavente ou de Rafael Alberti. Elle a aussi participé dans des ballets adaptés, par exemple à partir des compositions de Manuel de Falla. Elle raconte comment Valle Inclán et Federico García Lorca ont été des spectateurs d'une pièce où elle participait, montée et interprétée par des enfants, chez une amie de leurs parents, l'écrivaine Isabel Oyarzábal, auteure de la pièce. Les années passées dans cette école ont été fondamentales à plus d'un titre dans sa formation humaine et intellectuelle. Madrid a aussi été essentielle pour sa découverte du théâtre et du cinéma en tant que spectatrice. Nous apprenons ainsi, par exemple, dans ses lettres, qu'elle avait développé une passion adolescente pour Clark Gable. Nous savons également qu'elle a assisté en 1934 à la première historique de Yerma, la pièce de Federico García Lorca, mise en scène au théâtre espagnol par la troupe de Margarita Xirgu, qui tenait le rôle titre. C'est un fait très important parce que bien des années plus tard, en 1963, María Casares sera elle-même Yerma dans une version de cette pièce dirigée par Margarita Xirgu à Buenos Aires. Cette Yerma argentine a été une représentation essentielle pour l'actrice, la première fois qu'elle jouait en espagnol. Mais cette Yerma est aussi, bien évidemment, une représentation essentielle dans l'histoire de notre théâtre de l'exil. Mais pour l'instant, si nous revenons en 1934 à Madrid, Yerma n'est pas la pièce que Vitola apprécie le plus. Du haut de ses 12 ans, elle écrit à son amie Pilarita qu'elle a de loin préféré la représentation d'une pièce de théâtre pour enfants, La Princesse des Neiges, à la Yerma de Federico García Lorca. María Casares vit au premier rang de l'histoire le coup d'État de juillet 1936. N'oublions pas que son père était à ce moment-là, pas pour longtemps car il va démissionner, Premier ministre et ministre de la guerre. Le front de guerre sépare la famille Casares pour toujours. Maria, ses parents et son beau-frère, le mari d'Esther, se trouvaient à Madrid. Mais malheureusement, Esther, la sœur aînée, et sa petite fille Marie-Esther, nièce de Maria Casares, étaient en Galice et elles ont subi de plein fouet la répression fasciste. Séparée de sa fille, Esther a été emprisonnée pendant 3 ans, retenue comme otage jusqu'à la fin de la guerre. Dans un premier temps, dans un hôpital militaire, je rappelle qu'elle était tuberculeuse, et puis dans la prison de la Corogne. Il n'y a jamais eu de procès, aucune accusation ne pesait sur elle. En 1939, Esther a été assignée à résidence dans la ville de la Corogne, où elle a été obligée de vivre pendant 16 ans avec interdiction de quitter le pays. Elle et sa fille Marie-Esther n'ont été autorisées à quitter l'Espagne qu'en 1955, 19 ans après. Gloria et Santiago étaient déjà décédés. Les 2 femmes se sont réunies avec Maria en France avant de rejoindre au Mexique Enrique Varela,
mari d'Esther et père de Maria-Esther, qui s'était exilé là-bas et qu'elle n'avait pas vu depuis juillet 1936. Pour Maria Casares, l'exil commence très tôt et dans de très bonnes conditions matérielles. En novembre 1936, elle s'installe avec sa mère à Paris, dans un bâtiment situé au numéro 148 de la rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Un bâtiment qui sera l'adresse parisienne de l'actrice pendant 35 ans. Maria et sa mère vont tout d'abord loger à l'hôtel Paris-New York, situé au numéro 148 bis. Elles seront installées au 4e étage et, par la suite, elles vont louer un appartement au propriétaire de l'hôtel, un appartement qui était situé au 6e étage du même immeuble, au numéro 148. Maria Casares va louer cette maison de la rue Vaugirard jusqu'en 1970-71, moment où elle achète un appartement situé au rez-de-chaussée du numéro 6 de la rue Asseline, dans le 14e, mais pas très loin de Vaugirard en réalité. C'est dans cette rue Asseline qu'on a apposé une plaque en hommage à l'actrice en 2018, à l'initiative du conseil du quartier Pernetti. Mais en réalité, et d'un point de vue de notre mémoire de l'exil, l'adresse véritablement importante est celle de Vaugirard, car elle est devenue un point de repère et un point de chute de notre Galice exilée et bien sûr aussi de l'Espagne républicaine à Paris. Beaucoup de personnes en exil sont passées à Vaugirard, d'abord pendant la guerre d'Espagne et puis évidemment d'une manière très intense tout de suite après février 1939, moment où d'ailleurs c'est Casares Quiroga lui-même qui rejoint sa femme et sa fille à Vaugirard. Maria a raconté comment à ces moments-là, des réfugiés espagnols arrivés les uns après les autres avaient loué tout un étage de l'hôtel Paris-New York. À Vaugirard sont arrivés la famille, les amis, des personnalités de la politique républicaine, des réfugiés anonymes, des syndicalistes, des intellectuels. Certains parmi eux y ont été accueillis quelques jours, quelques semaines, mais parfois même des années. C'est le cas de Sergio Dion, né à la Corogne, ami de la famille, économiste et homme politique de Izquierda Republicana, qui a d'ailleurs fait des traductions pour Gallimard par médiation de Camus. On pourrait nommer parmi bien d'autres Enrique López Tolentino, Enrique Varela, María del Carmen Patiño, Amalia de la Fuente. Il y a eu aussi des visiteurs, surtout en vie de Casares Quiroga, qui notaient ses visites dans ses agendas. Alfredo Somoza, Juan Negrín, Feliciana López, Salvador de Madariaga. Pour comprendre la femme et l'actrice, il ne faut jamais oublier qu'au moment où elle se formait dans la société française, l'apprentissage de la langue, la reprise de ses études au lycée, les études au conservatoire d'art dramatique, les débuts comme interprète, à ce moment-là, elle baignait, dès qu'elle rentrait chez elle, dans une autre société, un monde d'exilés qui essayait de retrouver des nouvelles marques en France, tout en croyant fermement au caractère provisoire de leur installation parisienne. Santiago Casares, dans ses lettres, appelait cet appartement une tente des nomades. L'engagement profondément antifasciste de cette famille a fait de cette adresse un lieu d'accueil solidaire et résistant aussi sous l'occupation, à un moment où l'exil se vivait sur place en France. Et il faut dire que sous l'occupation, la situation de Maria Casares et de sa mère Gloria était devenue très difficile. Santiago Casares, arrivé à Paris, comme je viens de dire, en février 1939, est obligé de fuir la France et de repartir en juin 1940 en Angleterre, pays où il a vécu les années de la Seconde Guerre mondiale, son double exil. Avec lui partaient en Angleterre les ressources économiques de la famille, les allocations du gouvernement républicain. L'une des raisons qui explique les débuts si précoces de Maria Casares comme actrice professionnelle est une raison d'ordre économique.
il lui fallait subvenir aux besoins de la maison avec son travail. Son métier d'actrice a été le soutien de sa mère pendant l'occupation, puis celui de son père quand il est rentré en France en 1945. Comme illustration de l'accueil résistant antifasciste de Gloria et de Maria sous l'occupation, j'aimerais vous parler d'un exemple de sororité qui me tient à cœur, celui de Nina Ressin, amie de Maria Casares et de sa mère. Nina était une jeune et brillante intellectuelle juive née en Russie, une psychopédagogue pionnière, docteur de l'Université de Paris. Quand la situation pour les Juifs est devenue intenable en 1942, elle trouvait refuge le soir auprès de ses deux amies, Gloria Pérez et Maria Casares. Maria lui avait cédé sa chambre, elle était installée chez elle. La dignité de ces deux femmes galiciennes, réfugiées elles-mêmes, n'a pas pu finalement sauver Nina de l'indigne déportation, mais elle en dit long sur la compréhension profonde de la condition d'exilé, à un moment où le gouvernement fasciste espagnol collaborait avec les assassins de Nina. 13 personnes de la famille Ressin, dont Nina, ont été assassinées à Auschwitz. Cet engagement privé de la femme s'est toujours accompagné de l'engagement public de l'actrice. La présence de Maria Casares était habituelle dans les manifestations de soutien aux réfugiés et un appui à la République en France. Vous connaissez mieux que moi ces manifestations-là, le festival à la salle Pleyel à Paris, par exemple, mais il y a eu aussi les dédicaces, les manifestes publics, les soutiens personnels. Elle a représenté l'exil, les triomphes de l'exil et des valeurs universelles que la culture républicaine espagnole incarnait face au fascisme. C'est probablement le seul rôle qu'elle n'a pas choisi, et il était lourd à porter. Mais sa fidélité profonde a fait qu'elle l'assume jusqu'à la fin. Maria Casares est une grande actrice, mais elle est aussi une excellente écrivaine. La correspondance échangée avec son père, Santiago Casares, ou avec Albert Camus le montre. Elle a écrit d'ailleurs d'autres lettres magnifiques, comme par exemple celle adressée à Jean Vilar. Elle a aussi écrit des textes très intéressants sur le monde du théâtre, sur Jorge Labelli, sur le cinéma, Robert Bresson, ou sur des écrivains comme Valle Inclán. Mais c'est surtout son livre de mémoire, Résidente privilégiée, publié en 1980 chez Fayard, qui nous révèle la qualité et la liberté de sa langue de poète, la langue d'une créatrice qui se revendique exilée. Résidente privilégiée est le texte d'une exilée, écrit et pensé dans l'espace de confluence de l'interculturalité. Un livre écrit dans sa langue d'exilé. Un essai où l'expérience personnelle ancre la réflexion identitaire, et cela dès le titre, titre du livre et titre de séjour. Quand elle est arrivée en France, elle a obtenu un permis de séjour de résidente ordinaire, renouvelable annuellement. Bien plus tard, dans les années 50, en attention à sa carrière, elle a eu droit à celui de résidente privilégiée. La dédicace de ces livres est importante aussi, aux personnes déplacées, dédicace d'une triste actualité. Le terme désigna, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les réfugiés civils expulsés de leur foyer pour cause de guerre et qui très souvent n'avaient plus de famille, maison ou même pays où retourner. L'image de couverture est importante aussi. El Pelele, le pantin de Goya, un carton pour tapisserie, qui pour elle a toujours évoqué l'image de son père dans un retour triomphal à la Corogne en 1931. Pour entrer dans sa vie, dans ses mémoires, il faut le faire à travers l'image de son père. Résidente privilégiée expose et développe la pensée personnelle de Maria Casares sur l'exil, dans laquelle d'ailleurs il existe certainement un dialogue avec la pensée de Camus. J'aimerais terminer par des mots écrits précisément par Maria Casares dans ses livres
et qui exprime avec une grande intelligence son lieu au monde, sa vie et ses fidélités. Je la cite. La terre dont j'ai été faite est la Galice. Je suis née au théâtre des Mathurins. Ma patrie est le théâtre et mon pays d'origine, l'Espagne réfugiée.